Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Vous êtes sur la formation qui va vous permettre d'apprendre en 100 vidéos Blender de A à Z. On commence vraiment des bases et là, on est sur la section destinée aux matériaux. Donc la dernière fois, on avait déjà commencé à discuter un petit peu de tous les paramétrages disponibles dans Blender sur le Principal BSDF, qui est le shader de base, et qui suit un workflow PBR. On va revenir sur cette notion-là de PBR juste après parce qu'elle est ultra intéressante, ultra importante, et vous allez la voir un petit peu partout quand vous allez faire des shaders en 3D. Dans les dernières années, c'est un petit peu devenu la norme. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer simplement ce qui se passe visuellement quand on fait varier la roughness. Donc la roughness, c'est vraiment le taux de rugosité d'une surface qui va définir si les rayons lumineux sont réfléchis ou au contraire possèdent une réfraction de manière très brute ou de manière étalée. Donc c'est quelque chose qu'on va faire quasiment à chaque fois pour faire des matériaux en fonction du metalness, donc un taux de métallique, et de transmission, donc une absorption, une réfraction de ma surface pour passer à travers l'objet. Donc la roughness, c'est vraiment un petit peu la plateforme tournante quand on veut faire toutes sortes de matériaux en se basant sur le principe PBR. Alors qu'est-ce que le PBR? Si vous allez dans un shader editor de Blender, par défaut, vous allez avoir un Principal BSDF. Si je survole avec mon curseur, ça me met Physically Based, Easy to Use Shader for Rendering Surface Material, Based on a Open PBR Model. Donc il y a plein d'informations qui sont ultra intéressantes dans cette description. D'abord, c'est pour un rendu de matériel de type surface. Vous remarquez que là, on est bien sur surface, mais on a du volume, on a du displacement, on a de la thickness. Bon, le reste, pour le moment, on ne va pas le voir. Le displacement, sachez que c'est pour faire varier la surface physiquement d'un objet. Le volume, c'est pour faire tout ce qui est absorption de lumière, comme de la fumée, une explosion, plein de petites choses un petit peu comme ça, du brouillard par exemple. Aujourd'hui, on va vraiment parler de la surface, et il nous met bien que le Principal BSDF est basé sur le OpenPBR Model. Donc le PBR, c'est quoi? C'est une sorte de convention qui a été déterminée entre tous les logiciels de 3D pour se mettre d'accord sur des choses intéressantes qui permettrait de simuler des comportements physiques d'un matériau. Alors ça signifie littéralement PBR Physically Based Rendering, c'est-à-dire qu'on va essayer de se baser sur des vraies informations physiques, de réflexion, de réfraction, de rugosité, de couleur, de taux de métallique, pour simuler un comportement qu'on aurait dans la vraie vie sur des matériaux. Par exemple, un matériel qui va avoir une surface métallique ne va pas réfléchir les rayons de la même manière qu'un matériel qui va être un plastique un petit peu plus mat, par exemple, ou quelque chose qui a pris la poussière. Donc tout ça, c'est des informations physiques qu'on va essayer de retranscrire via des normes qui sont définies par le standard de PBR. Donc c'est quelque chose qui est relativement courant maintenant dans la plupart des logiciels de 3D. Il existe encore plusieurs écoles au sein du PBR. On va dire qu'il y a deux workflows principaux. Nous, dans Blender, le workflow, la méthodologie de travail qui va nous intéresser, c'est avec l'utilisation du metallic et du roughness. Donc, metalness, roughness, c'est des textures que vous pouvez trouver facilement sur Internet. C'est les entrées que vous avez ici. Donc, globalement, avec toutes les infos que vous avez en haut, vous pouvez faire la plupart des surfaces dans Blender en termes de shader. Donc, si vous avez une base color, un taux de métallique, un taux de roughness, une UR éventuellement, de l'alpha éventuellement, et surtout des normales, là vous allez tout gagner. Donc la plupart du temps, quand vous allez télécharger un shader type PBR, vous allez avoir ces 4 informations: base color, métallique, roughness, normal. Vous avez éventuellement des informations supplémentaires, de l'ambient occlusion ou autre, qui ne sont pas vraiment déterminées par le workflow PBR, mais qui permettent de rajouter une surcouche de détails. Tout ça, ne vous inquiétez pas, on va le voir en détail dans les prochaines vidéos petit à petit. C'est peut-être un petit peu flou pour vous pour le moment, mais voilà, sachez que c'est un standard qui a été défini. Je disais qu'il y avait plusieurs écoles, donc nous on va travailler avec du metalness roughness, mais il y a d'autres personnes qui travaillent avec glossiness, avec le specular, donc c'est un petit peu des informations qui sont retranscrites de manière différente, qui vont simuler la lumière de manière différente, mais les résultats est exactement le même. Par exemple, la roughness, c'est l'opposé, l'inverse, de la glossiness. Par exemple, une roughness de 0,2, c'est une glossiness de 0,8. Donc des fois, vous allez devoir faire des petites manipulations en fonction des textures que vous avez utilisées, en fonction des moteurs de rendu que vous allez utiliser. Certains vont travailler avec une roughness, d'autres avec une glossiness. Donc c'est vraiment à vous de vous approprier un petit peu votre logiciel, de voir comment ça fonctionne. Dans Blender, on est toujours sur du metallic roughness. Donc c'est parfait. C'est ce qu'on trouve la plupart du temps sur Internet en termes de ressources. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est basé vraiment sur ça. Donc la première des choses, ça va être le metallic roughness. Donc métallique, la définition est relativement simple, c'est le taux de métallique d'une surface d'un objet. À savoir que dans la vraie vie, le métal a des propriétés physiques particulières parce qu'il va non seulement réfléchir la lumière, mais il va absorber un petit peu les couleurs de celle-ci. Par exemple,
Là, vous voyez qu'avec un métallique à 100%, j'ai bien tout mon environnement et tout ce qui se passe autour qui est retranscrit à 100% à la perfection sur ma ball qui est juste ici, sur ma sphère. Donc ça, c'est presque ce qu'on appelle une chrome ball, c'est-à-dire que dans la vraie vie, mis à part le chrome ou mis à part un miroir, il y a très peu de matériaux qui ont de telles propriétés physiques. Là, il faudrait que le miroir soit parfaitement pur ou que le chrome soit parfaitement pur également. Donc pourquoi on a ce résultat-là? Parce qu'on a deux valeurs bien spécifiques. D'abord, on a un taux de métallique à 1. Donc là, j'indique bien à Blender que ma surface, elle est constituée à 100% de métal et j'ai une roughness de 0. Donc là, j'indique à Blender que non seulement ma surface est métallique, et qu'en plus, en termes de rugosité, elle est parfaitement lisse. Elle n'a pas de rugosité à la surface. Du coup, ma réflexion ne va pas être scatter, ne va pas être étalée. Globalement, ici, quand un rayon lumineux va arriver sur la surface, il va arriver, il va être retranscrit comme ceci de manière ultra brute. Par opposition à ce qu'on a là, vous voyez que on commence à avoir une roughness qui augmente un tout petit peu. Donc quand la roughness va augmenter, on va indiquer à Blender que les rebonds lumineux vont s'étaler un petit peu sur la surface. Donc concrètement, ce que j'ai ici, c'est exactement la même chose que là en termes de compréhension de rebonds de lumière, sauf que mon rayon va arriver, il va être étalé sur la surface et il va être réfléchi un petit peu de différentes manières. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la roughness, parce qu'on va étaler le rayon et on voit bien que ça a une sorte d'incidence de flou sur ma réflexion. En fait, c'est pas vraiment des flous, c'est qu'il va vraiment tout étaler sur la surface. Alors pour le moment, là, c'est que des changements de valeur de manière uniforme sur l'intégralité de ma surface, mais vous allez voir qu'en utilisant des textures, on va pouvoir ajouter des variations au sein même d'une surface d'un objet pour avoir des petites variations. Sinon, vous comprenez bien qu'on ne pourrait pas obtenir tous les résultats souhaités. Donc, le métallique, vous voyez, c'est assez facile à comprendre. Avec un métallique de 1, c'est vraiment ma roughness qui va définir l'étalement de mes reflets, à tel point qu'à la fin, quand on a une métallique de 1 et une roughness de 1, donc ce que j'ai juste ici, ben on a juste l'impression d'avoir une sphère blanche qui ressemble un petit peu à cette moitié-là. Donc globalement, toute cette moitié-là, elle est relativement similaire en termes de comportement. On pourrait s'arrêter ici, voilà, cette partie-là. Après le reste, on a quelques... Là, c'est vraiment des similitudes qui ne sont pas forcément marquées. C'est des valeurs qu'on ne va pas souvent utiliser. Donc ça, c'était pour un métallique de 1 et une roughness qui varie. Mais je ne suis pas obligé d'avoir du métallique sur un objet. Dans la vraie vie, c'est pas forcément que du métal qui va réfléchir de la lumière. Si je prends par exemple un mug en céramique, vous voyez que sa surface, elle n'est pas métallique. Alors comment je sais qu'elle n'est pas métallique? Parce qu'elle ne va pas renvoyer les couleurs de mon environnement. Mais par contre, j'ai bien des reflets qui sont présents dessus. Donc comment je fais pour faire ça? Eh bien tout simplement, je vais dire à Blender que ma surface n'est pas métallique, donc je vais prendre une valeur de 0, parce qu'il n'y a aucun métal dans ma céramique. Mais malgré tout, je vais pouvoir lui indiquer avec la roughness à quel point il doit réfléchir certaines choses qui m'entourent. Et une réflexion à 100%, vous l'aurez compris, c'est une roughness de 0. Pourquoi c'est une roughness de 0? Parce que c'est le même schéma que j'ai fait tout à l'heure. Là, j'ai mon rebond de lumière qui va arriver et qui va être réfléchi. D'accord? Donc c'est la même chose, c'est juste le taux de métal qui va différencier. Donc c'est vraiment ce qui va faire la différence entre métal chromé qui renvoie à 100% mon environnement, d'un plastique lustré qui va renvoyer également à 100% mon environnement. Et on le voit ici, on voit bien que j'ai bien mon environnement qui est retranscrit. Alors quelle est la différence concrètement entre du métallique et du non métallique? Vous remarquez que les couleurs qui sont retransmises ne sont pas du tout les mêmes. Là, c'est ma base color qui va prendre le pas. Donc si je sélectionne ma sphère et que je mets une base color verte, vous voyez que c'est vraiment une sorte de plastique lustré, comme si j'avais du vernis par-dessus, qui va retransmettre la couleur, mais je ne retrouve pas la couleur de mon environnement sur ma couleur blanche de base. Pour retrouver vraiment ces couleurs-là, c'est une propriété physique du métal, et là, pour le coup, mon métal, il a une base color blanche, malgré tout, on ne la voit pas ici. Parce qu'il va récupérer toutes les informations de couleur qui est autour pour les retranscrire en fonction, il y a quand même un filtre qui est fait, en fonction de la composition de la base color. Vu que là, ma base color, elle est blanche, le blanc constitué de toutes les couleurs, donc il va pouvoir me réfléchir toutes les couleurs disponibles dans mon environnement. Par contre, si je prends du vert, par exemple, vous voyez qu'il va me retranscrire une surcouche de vert un petit peu partout, donc tout le vert récupéré dans mon environnement. Et du coup, une chose intéressante, là, vous voyez, j'ai des feuilles un petit peu vertes jaunes, donc ça veut dire que si je me mets, par exemple, sur du bleu, qui n'est pas du tout constitué des mêmes couleurs, mais on va avoir une absorption noire à ces endroits-là, parce qu'il ne va pas pouvoir réfléchir une couleur qui ne constitue pas sa propre couleur de base. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, on va plus sur la théorie des couleurs.
Voilà, sachez que la grande différence, c'est ceci. Bon, je mettrai ce fichier en téléchargement sur Discord, bien évidemment, totalement gratuit. Comme ça, vous pourrez un petit peu vous référer quand vous débutez, parce que la plupart du temps, les gens, quand ils commencent à faire des shaders, ils mettent des valeurs un peu au pif. Non, faut pas mettre au pif. Faut comprendre vraiment comment Blender, le moteur de rendu, va interpréter les résultats des valeurs que vous mettez dans ces deux attributs-là, pour savoir quels résultats vous allez obtenir. Et quand vous allez vraiment connaître les shaders, avant même d'afficher votre rendu, avec les valeurs de base que vous avez sur votre shader, vous êtes censé pouvoir deviner le résultat que ça va faire. Donc là, avec un métallique à 100% et une roughness à 0, normalement, vous savez que ça va faire une sorte de crumble, comme on a juste ici. Petit détail également, on évite la plupart du temps de mettre des valeurs ultra absolues sur les éléments. Un métallique à 100%, pourquoi pas, mais une roughness à 0, c'est quand même très rare. La plupart du temps, on va mettre du 0,02, 0,03 ou autre. Sinon, ça peut poser des petits problèmes de points lumineux qui vont apparaître, donc des sortes de fireflies ou des points de speck qui vont clignoter sur vos rendus. Vous verrez que c'est des problèmes qui peuvent arriver. Alors qu'en étalant un tout petit peu mes réflexions, comme dans la vraie vie, mais ça permet de corriger ce genre de problème et c'est beaucoup plus réaliste. Donc une fois que vous avez compris ça, l'avantage c'est quoi? Alors je vais également sur le fait que là, en termes de réflexion, que ce soit sur mon métallique ou sur ma sphère ici, on réfléchit à la fois l'environnement et les objets qui m'entourent. Là, ma plaque au sol, c'est un véritable objet avec une texture. Donc vous voyez, on a une réflexion de tout ce qui est interprété en 3D par Blender. Une fois que vous avez compris ça, cette partie-là va être très simple parce que c'est exactement la même chose. La roughness va avoir le même comportement, un taux de rugosité. Et là, on ne va pas parler de taux de métallique, mais on va parler d'un taux de transmission. Une transmission, c'est quoi? Tout à l'heure, souvenez-vous du schéma que je vous avais fait avec le rayon qui rebondit comme ceci. Mais là, c'est pareil, sauf que c'est une réfraction. Vous le voyez très vite. Ça va nous être utile si on veut faire de l'eau, si on veut faire des vitres, si on veut faire un plastique un petit peu fumé, comme on a là, ou des vitres fumées. Tout ça, on peut le faire avec de la transmission. Alors là, globalement, si on reprend le schéma de tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer? Une transmission avec une roughness de 0. C'est comme tout à l'heure, c'est mon rayon qui va être réfléchi, avoir une réfraction comme ceci. Donc il n'y a pas vraiment de scatter de rayon lumineux, il est conservé de manière linéaire, c'est pour ça qu'on retrouve vraiment les détails. Par contre, plus je vais avoir une roughness élevée, plus je vais étaler, comme tout à l'heure, non pas ma réflexion, mais ma réfraction. Et du coup, mon rayon lumineux qui est là était uniquement dévié, mais non déformé en termes d'étalement. Mais cette fois-ci, si j'ai vraiment une roughness plus élevée, quand il va arriver sur ma surface, je vais pareil avoir mon taux de roughness qui va être étudié ici, et du coup, je vais avoir ma réfraction qui va un petit peu se comporter comme ceci. Alors, c'est pas tout à fait ça ce qui se passe physiquement, mais c'est pour vous imaginer vraiment les propos. Et là, quand vous avez compris ça, vous comprenez bien que du coup, visuellement, vous, si votre caméra est ici, quand vous voyez ça, vous avez vraiment une notion d'étalement qui va apparaître, alors que là, on n'a pas de notion d'étalement. Et c'est ce qui fait la différence entre une réfraction vraiment brute, comme j'ai juste ici, et une réfraction un petit peu fumée, comme j'ai là. Donc, c'est exactement le même principe que tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que la roughness, on pourrait le traduire par rugosité, mais je ne suis pas trop fan de cette traduction-là. C'est vraiment l'étalement d'une réflexion ou d'une réfraction sur une surface. Donc c'est ça qui va me permettre de définir le comportement d'une vitre ou d'un métal. Parce que par défaut, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si je prends une sphère, je vais mettre ici, juste là, tac, j'ai ma sphère et j'y fais un métal à 100%. Là, beaucoup de personnes vont être déçues parce que effectivement, quand on imagine du métal, on s'imagine de suite quelque chose avec une roughness assez basse. Mais c'est pour ça que c'est important à chaque fois de savoir que c'est la roughness qui va vraiment donner le visuel final de mon objet. Donc ça, c'est plutôt sa constitution, comment il doit se comporter. Et là, c'est vraiment le rendu final en termes d'étalement. L'étalement des reflets et des réfractions, c'est ça qui va vraiment définir et rajouter du réalisme sur vos shaders. Si vous laissez une roughness à 0,5, vous n'allez pas pouvoir obtenir vraiment ce que vous voulez. Là, vous avez beau trafiquer tous les paramétrages que vous voulez, sans toucher cette roughness, vous n'allez jamais pouvoir utiliser et obtenir un métal qui réfléchit l'environnement. Et c'est exactement la même chose avec une transmission. Une transmission de 100%, là on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de semi-opaque, de très fumé, c'est pas bon. Donc là aussi, même avec une transmission élevée, vous avez beau toucher à tous les paramétrages que vous voulez, jamais vous ne pourriez définir la propreté de la vitre, on va dire, sans toucher à la roughness. Donc la roughness, c'est vraiment point de pivot, les images, vraiment le truc clé à comprendre quand on fait des matériaux, parce que c'est lui qui va nous driver plein d'informations. Et c'est d'ailleurs cette roughness-là
qui va être la plupart du temps le plus travaillé pour obtenir des shaders réalistes. Parce que sur une surface, on a toujours des petites variations de roughness. Elle n'est jamais linéaire tout le long d'une surface. Il y a toujours des petites imperfections, des petites variations. Et c'est grâce à la roughness qu'on va rajouter des imperfections. Et vous allez voir, quand on verra des vidéos un petit peu plus futures avec des textures, ça va vraiment nous permettre de rajouter des informations supplémentaires ultra intéressantes pour obtenir les shaders que vous voulez. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo un petit peu particulière parce que c'est ultra compliqué. J'ai conscience de comprendre tout ça au début. Ce que je vous conseille, c'est de faire des tests, de regarder éventuellement le fichier que je vais mettre à disposition sur le Discord pour voir un petit peu comment ça se comporte. Vous avez des équivalents, je crois, sur Internet en termes d'image où vous voyez automatiquement comment ça se comporte quand on fait varier des variations. Vous remarquez également qu'il y a certaines zones où les résultats sont assez similaires. La plupart du temps, sur une transmission, on va très rarement mettre une valeur entre 0,2 et 0,6 par exemple, mais on va mettre du 0 ou du 1. En gros, ma surface, est-ce que oui ou non, elle laisse passer la lumière? Éventuellement avec des variations, mais on va très rarement mettre du 0,2. Sur le métal, c'est un petit peu différent. On peut vouloir tricher un petit peu, vous voyez. Par exemple, si je veux modéliser une perle qu'il y a dans les coquillages, vous voyez, qui a un petit peu un comportement de réflexion de l'environnement, qui étale un petit peu le reflet, ben, on se rapproche presque de ce que j'ai ici. Donc là, je vais avoir un taux de métallique à 0,5 et un taux de roughness à 0,2. Donc ça vous permet également de piocher, de voir un petit peu les informations, comment ça se comporte. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le fichier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu théorique, un petit peu technique, mais si vous n'avez pas des bases solides pour faire les matériaux, vous allez vraiment avancer à l'aveugle et ça va être un petit peu contre-productif. Donc je vous conseille de bien vous attarder sur ça, de vous forcer un petit peu à comprendre comment le logiciel fonctionne. Dites-vous que là, tout ce qu'il y a derrière, ce sont des lancers de rayons. Donc en gros, on vient indiquer à ceci un comportement sur les rayons des surfaces. Quand un rayon arrive sur une surface, Blender dit OK, j'ai telles informations, donc le rayon il doit se comporter de telle manière. Et c'est ensuite, via l'interprétation de ce rayon, qu'on obtient un résultat comme vous avez sous les yeux. OK? Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça n'a pas été trop complexe, que j'ai réussi un petit peu à simplifier tout ça, à vulgariser les informations. N'hésitez pas à me le dire et je vous souhaite un bon apprentissage et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. À plus.